BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'accueille Pauline Armandet. Bonjour Pauline. Bonjour Amaury. Journaliste BFM Crypto. Valentin Demey depuis Angers. Bonjour Valentin. Bonjour Amaury. CEO de Cube3 et directeur des contenus chez Cryptost. Tout de suite, on part faire un tour sur le marché crypto avec Vincent Gann, analyste financier indépendant. Bonjour Vincent. Vincent, le cours du Bitcoin est stable depuis plusieurs jours. Il oscille entre les 27 000 et 29 000 dollars. Actuellement, au moment où on se parle, il est autour des 27 400. Quel impact a eu l'actualité géopolitique récente, Vincent, sur le cours du Bitcoin ? Oui, effectivement, après une rentrée, un mois de septembre qui a vu Bitcoin assez largement surperformer toutes les classes d'actifs, le Bitcoin a surperformé le marché action, le marché obligataire. Sur le marché des matières premières, il a surperformé le compartiment des métaux précieux. Ça, c'était le mois de septembre. Et voilà, depuis, effectivement, le marché s'est stabilisé. Bitcoin s'est stabilisé entre 29 000 et 27 000 dollars. Et depuis, la tendance est neutre. Alors, votre question, Bitcoin et risque géopolitique immédiat, l'actualité immédiate. Vous savez, j'ai toujours entendu cette petite musique de l'aspect refuge du cours du Bitcoin, ça revient régulièrement. D'ailleurs, à l'époque, c'était déjà le cas au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Moi, cette histoire de l'aspect refuge du cours du Bitcoin, je n'y crois pas pour un certain nombre de raisons. Déjà, lorsqu'on pense à bourse et valeurs refuge, on pense davantage à l'or, on pense aux obligations d'État, en tout cas des pays bien notés. Sur le marché des devises, on peut penser au franc suisse, on peut penser de manière générale au dollar américain. On peut même trouver sur le marché action des secteurs à l'aspect refuge, la santé, l'alimentation, boissons, encore les services publics. Alors pour Bitcoin, on se souvient malgré tout qu'au déclenchement de la guerre en Ukraine, il y avait eu initialement une phase haussière. Le marché avait été recherché avant de chuter vers les 15 000 dollars. Il avait été recherché dans un premier temps parce que effectivement, on pouvait se dire, à l'époque, vous savez, souvenez-vous, le rouble était en perdition au début du conflit. On pouvait imaginer que certains épargnants aient décidé de se diriger à un transfert d'actifs vers Bitcoin pour se protéger par rapport à la chute de leur monnaie domestique. Alors, par rapport maintenant au conflit actuel au Proche-Orient, c'est assez compliqué de répondre à cette question. Déjà, de manière générale, du fait de la jeunesse de la classe d'actifs des cryptos, à la différence des autres classes d'actifs, même à la différence de l'or. Par exemple, l'or, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une valeur refuge sur le plan public, mais c'est parce que nous avons des siècles et des siècles d'historique de cours et de conflits pour pouvoir sortir des statistiques. Bitcoin, il a quoi? Il a 14-15 ans. Alors moi, mon opinion dans l'immédiat court terme, c'est que le cours du Bitcoin va davantage continuer de se comporter comme un actif à risque, c'est-à-dire d'obéir à ses corrélations traditionnelles. Je dirais qu'au final, il n'y a pas vraiment d'aspect refuge, mais il y a plutôt un risque du côté de l'emballement du prix du pétrole. Et si vous voulez, pour que Bitcoin soit vraiment un aspect refuge dans le conflit actuel, il faudrait que les monnaies locales, les monnaies des pays concernés, si le conflit devait s'élargir, il faudrait que ces monnaies locales soient en risque pour éventuellement, avec un E majuscule, envisager un déplacement des capitaux vers Bitcoin, qui à ce moment-là aurait un peu ce statut, certains appellent l'or numérique. Donc non, cher Amaury, depuis l'ouverture des places boursières dans la nuit de dimanche à lundi en Asie, on n'a pas vu d'aspect refuge activé pour le marché crypto. C'était même plutôt le contraire sur la séance d'hier. Par contre, on a vu l'aspect refuge des métaux précieux avec un rebond du cours de l'or ou encore de l'argent métal. Donc pour toi, Vincent, si ta thèse, entre guillemets, c'est que si les monnaies des pays concernés ne sont pas menacées, pour toi, Bitcoin n'aurait pas forcément de rôle de valeur refuge. Mais qu'en est-il pour le moment des cours du Bitcoin et de l'Ethereum, Vincent ? Oui, tu as parfaitement résumé la situation. Alors, je vais terminer sur cet aspect technique. Je dirais que la situation technique, elle est un peu compliquée. Alors, pourtant, c'est étonnant parce qu'on a eu un beau rebond depuis la rentrée, entre 25 000 et 29 000 dollars. Un rebond qui a surpris tout le monde et on avait du mal à trouver des justifications concrètes, c'est souvent des justifications prospectives. Très bien. La difficulté par rapport à Bitcoin, c'est que ce rebond, il est intéressant en amplitude, mais il n'a pas permis de dépasser ce que moi j'appelle... c'est toujours un peu mes petits mots, une résistance tangible. Enfin bref, il n'a pas permis de dépasser une frontière technique qui le mettrait à l'abri d'un risque de chute, qui le mettrait à l'abri de quoi? De casser ces fameux 25 000 dollars et derrière d'aller rechercher les 20K. Donc moi, je reste prudent tant que le marché se maintient sous les 29 000 dollars. Ça, c'est pour le moyen terme. Pour ce qui est du cadre très court terme, il y a deux options. La première, continuer ce trading range entre 27 000 et 29 000 dollars.
briser 27 000 sur la base d'une clôture quotidienne, ce serait retourner chercher les 25 000 $. La situation elle est encore plus compliquée pour Ethereum dollar, où là le marché est à proximité des 1530 $. Et il faut avoir conscience que ces 1530 $, c'est le gros niveau à surveiller sur Ethereum USD. Et là, c'était un record historique, celui du précédent bull run. Et puis, voilà, je pourrais même vous dire que ces 1500, 1530 $, c'est un peu le bord du gouffre technique. Donc voilà, la situation est complexe sur le marché crypto, tant qu'on n'est pas capable de dépasser une résistance et se mettre à l'abri. Et cette résistance que vous devez retenir, que les auditeurs doivent retenir, ce sont les 29 000 $ du cours du Bitcoin. On surveille cette résistance cruciale, Vincent, les 29 000 $ sur le cours du Bitcoin. Merci d'avoir été avec nous, Vincent Gane, analyste financier indépendant. Très bonne journée, Vincent. Aujourd'hui s'ouvre la deuxième semaine de procès FTX. Et la semaine dernière, Pauline, on a quand même eu pas mal de révélations, notamment celle de Gary Wang, cofondateur de FTX, qui a confirmé que la filiale de trading Alameda Research pouvait retirer des fonds illimités des clients grâce à une porte dérobée, Pauline. Oui, c'est ça, c'est effectivement une révélation très intéressante dans le cadre de ce procès. Juste pour le rappel, Gary Wang, donc c'est effectivement le cofondateur de FTX, c'est d'ailleurs un ami de lycée de Sam Bankman-Fried. Il a 31 ans et on peut dire que c'est un peu le monsieur code de FTX. C'est vraiment celui qui connaissait le mieux la plateforme, en tout cas ses lignes de code. Et donc il a témoigné devant la justice américaine. Il a notamment admis avoir commis des crimes chez FTX. Et il a dit donc cette fameuse phrase, donc cette révélation: nous avons autorisé Alameda Research à retirer des fonds illimités des clients de FTX. Et en fait, ce qu'il a expliqué, ce qu'il a précisé aux procureurs américains, c'est que ces privilèges spéciaux, donc cette porte dérobée entre Alameda Research et FTX, ils ont été accordés dans le code, donc dans ce qu'ils avaient eux-mêmes créé. En fait, Gary Wang a déclaré que c'était en juillet 2019, plus précisément, que SBF lui avait demandé de créer cette fameuse porte dérobée. Une porte dérobée qui permettra, qui permettait à Alameda Research d'avoir un solde négatif pouvant aller jusqu'à 65 milliards de $. Donc c'est évidemment des montants... considérable. Ouais, c'est considérable et colossal. Et en fait, ce qu'il a aussi révélé, au-delà de l'utilisation des fonds des clients de FTX, c'est que il y avait souvent en fait, entre Alameda Research et FTX, il y avait des soldes qui n'étaient évidemment pas les mêmes. Par exemple, en 2020, le compte d'Alameda Research avait un solde négatif de 200 millions de $, tandis que le solde de FTX était de 150 millions de $ de revenus, donc ce qui créait déjà des pertes pour Alameda Research, des pertes qui se sont d'ailleurs rallongées, puisque quelques années donc après, Alameda Research avait un solde négatif de 11 milliards de $, tandis que FTX ne générait qu'environ 1,5 milliard de $ de revenus. Donc c'est à ce moment-là vraiment qu'il y a une réelle bascule entre Alameda Research et FTX. Et donc ça fait partie des révélations de Gary Wang. Un témoignage crucial parce que ce serait en partie à cause de ça, la situation qu'on connaît aujourd'hui de FTX. Valentin, en 2021, FTX se vantait de son fonds de garantie à 100 millions de $. Ce dernier, prétendument composé de FTT, donc le token natif de la plateforme, ainsi que du SDT, avait pour but de protéger ses clients, soi-disant, en cas de retrait massif. Mais une des révélations de ce procès, donc, qui a débuté la semaine dernière, c'est que le fonds de garantie de l'exchange a été falsifié, Valentin, pour tromper les contrôles, alors. C'est assez exceptionnel, effectivement, toutes les révélations qu'on a ces dernières semaines, ces derniers jours, et ça va continuer encore pendant quelques temps. D'autant qu'aujourd'hui, il y a effectivement l'une des personnalités les plus attendues qui va parler au procès, Caroline Ellison, qui va donner aussi des arguments supplémentaires. Et peut-être qu'il va enfoncer davantage l'empire de FTX et SBF lui-même, puisqu'il était très proche, c'était notamment sa petite amie, et elle s'occupait de plusieurs de ses entreprises. En tout cas, ce qu'on sait déjà depuis la semaine dernière, c'est effectivement ce que vous venez de souligner, Amaury. Encore quelque chose qui était falsifié, quelque chose qui pourtant faisait jusqu'alors l'une des forces de FTX, c'était ce pseudo-fonds de garantie qui aurait dû servir à hauteur de 100 millions d'euros, vous l'avez précisé,
à garantir les retraits en cas de retrait massif des actifs sur FTX. Bon, là encore, on l'a vu évidemment avec effroi en novembre 2022, ça n'a servi à rien, même pas à hauteur de quelques millions sur ces 100 millions d'euros, puisqu'en fait, ce fonds, un, n'a jamais marché, deux, en fait, n'a jamais existé. Et on a appris ces derniers jours comment fonctionnait ce fonds de garantie qui devait être composé de FTT, donc le token de la plateforme FTX, et du USDC, donc le stablecoin de Circle, qui est censé suivre le cours du dollar, donc de l'argent réel, entre guillemets. Eh bien, ce fonds de garantie, en fait, n'existait tout simplement pas. On a appris par Gary Wang, justement, qu'il s'agissait d'un, je cite, code qui prenait le volume total de l'échange de FTX sur les dernières 24 heures. Puis, avec ce nombre, il le multipliait par un nombre aléatoire autour de 7500. Allez savoir pourquoi. Il le redivisait derrière par un autre chiffre autour de 1 milliard. Et ça donnait un montant qui était ajouté sur le site de FTX et qui devait prétendument correspondre à ce fonds de garantie. Donc, on l'a appris, ça n'existait pas et surtout, c'était totalement falsifié. Personne n'a pu le voir. On rappelle encore une fois que même si FTX était dans des juridictions différentes, il était étrangère, souvent avec le tampon de certaines autorités à droite à gauche et qu'il faisait l'objet de certains audits extérieurs. Personne n'a jamais vu cette problématique alors qu'elle était quand même assez évidente puisqu'elle ne reposait sur rien d'autre qu'un code en Python sur le site de FTX avec ce nombre un petit peu farfelu. Donc assez inquiétant. De nouveau, 100 millions qui n'existaient pas. Alors on l'a appris depuis quelques mois, c'est des milliards qui ont disparu. Vous allez me dire, sur des dizaines et des dizaines de milliards, 100 millions, c'était peut-être pas le plus grave. Mais en tout cas, c'était l'un des arguments commerciaux qui donc n'a jamais existé. On verra comment retrouver ces sommes petit à petit. Il y a quelques jours, il y a une map un peu globale qui circulait sur les réseaux sociaux de ce que détenaient les empires de SBF, puisque SBF détenait FTX en partie, mais d'autres choses, d'autres entreprises et des participations à travers Alameda Research, qui était notamment l'un de ces fonds d'investissement, sont colossaux. Ils sont dans des dizaines et des dizaines d'entreprises qui existent toujours aujourd'hui, même si évidemment beaucoup sont tombés à la suite de la faillite de l'empire FTX. Peut-être, c'est ce qu'on entend par-ci par-là, alors que le portail de réclamation des fonds des utilisateurs a fermé il y a quelques jours, peut-être à force de vendre des participations à droite à gauche ou en permettant à ces entreprises toujours envie de se relever, on pourrait retrouver les sommes dont on apprend chaque jour qu'elles ont été perdues ou qu'elles n'existaient pas comme aujourd'hui. En tout cas, ça va être une complexité sans nom et ça fait froid dans le dos chaque jour que le procès s'ouvre d'alentour de 16-17 heures en France. On se demande encore ce qu'on va apprendre et ça sera le cas aujourd'hui avec du coup la prise de parole de Caroline Edison. Il est fort possible, Valentin, qu'on aille de révélation en révélation. Ce n'est pas terminé. Et justement, c'est intéressant. Il faut bien récupérer ces fonds. Il y a plus de 9 millions de créanciers en tout dans le monde, que ce soit des particuliers ou alors des institutionnels. Pauline, il faut bien trouver cet argent quelque part. Fun fact, entre guillemets, SBF aurait 2 jets privés qui pourraient lui être saisis. C'est ça, c'est une requête notamment du département américain de la justice qui a été déposée la semaine dernière. Ils veulent effectivement récupérer 2 jets privés que SBF a acquis, notamment lorsque FTX était à son apogée. Plus précisément, donc l'ancien patron de FTX avait acheté un bombardier Global 5000 à 15,9 millions de dollars et un Embraer Legacy 600 à 12,5 millions de dollars. Ça fait quand même la coquette somme de 28,4 millions de dollars qui sont aujourd'hui, qui veulent être saisis par la justice américaine. Alors du coup, ils ont déposé un document judiciaire auprès du juge fédéral Lewis Kaplan en charge du procès FTX afin de pouvoir récupérer ces biens. Ils expliquent, les procureurs américains, les 2 avions peuvent être confisqués en tant que biens achetés avec le produit de la fraude. En tout cas, eux, c'est ce qu'ils disent de leur côté. Tandis que FTX, pour sa défense, va préciser qu'en fait, les avions, ils ont été achetés sur un simple accord par poignée de main. En gros, il n'y a aucune preuve d'utilisation du fonds des clients, des fonds des clients pour pouvoir acheter ces 2 avions. Donc du coup, on voit qu'il y a un conflit qui s'opère sur la question de la récupération de ces biens avec le département américain de la justice qui considère que c'est les fonds des clients, FTX qui dit l'inverse. Mais comme tu le disais, évidemment, dans le cadre d'une procédure de faillite, il faut trouver le moyen pour les sociétés de pouvoir rembourser. Il faut gratter partout. Et voilà, si ces jets peuvent être utilisés,
ils seront utilisés, même si ce sera pas suffisant. Ça peut toujours apporter une pierre à l'édifice, comme on dit. Et d'ailleurs, Pauline, c'est intéressant parce que il y a quelques jours, fin septembre, on a appris que le géant Amazon annonçait sa volonté d'investir jusqu'à 4 milliards dans Anthropic, cette start-up américaine fondée en 2021, qui se veut un concurrent du logiciel d'IA ChatGPT. Et on en parle même au procès FTX. Pauline, quel rapport ? Effectivement, ce qui se passe, c'est que on parle de plus en plus d'Anthropic parce que, avec la vogue évidemment de l'intelligence artificielle, c'est une start-up qui commence à gagner en puissance, comme tu l'avais dit, Amazon qui veut placer ses pions et Google qui avait déjà investi dans Anthropic. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une start-up qui a été fondée il y a à peine 2 ans, donc en 2021, et elle a pris évidemment beaucoup de place dans l'espace, en tout cas dans ce contexte d'intelligence artificielle, notamment parce que y a d'autres acteurs avec qui elle veut rentrer clairement en concurrence, c'est ChatGPT. Et pourquoi on parle dans le procès de FTX d'Anthropic, c'est que FTX avait investi 500 millions de dollars dans cette société en avril 2022, donc bien avant la chute de FTX. Et maintenant, l'argument des avocats de FTX consisterait à dire que le retour sur investissement serait très important si Anthropic venait à être valorisé entre 20 et 30 milliards de dollars, parce que c'est à peu près les estimations du fait qu'il y ait des géants comme Amazon et Google qui veulent investir dans Anthropic. Et donc, c'est un argument qui va être aujourd'hui utilisé. Sauf que ce dimanche, les procureurs américains ont déposé une requête en disant qu'ils ne voulaient pas que SBF utilise l'argument Anthropic pour pouvoir dire on va utiliser cet investissement passé pour pouvoir rembourser les créanciers. Et donc, dans ce contexte, c'est un autre sujet de tension juridique entre le département de la justice américaine et SBF et les avocats sur cette question de savoir qu'est-ce qu'on va faire de cet investissement. En tout cas, côté justice américaine, ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils disent que même si l'investissement est devenu rentable, ça n'a pas lieu d'être, ça ne doit pas être évoqué dans le cadre du procès. Ça pourrait même tourner, placer le procès autre part. Et le sujet Anthropic ne doit pas être abordé. Bon, toujours beaucoup de péripéties juridiques à suivre pour ce procès. Bon, on va s'éloigner un petit peu du juridique, Valentin. On va parler de levée de fonds. Les levées de fonds crypto, c'est un baromètre intéressant pour juger de la santé de l'écosystème Web3 sur cet aspect. D'ailleurs, c'est assez surprenant. Le 3e trimestre 2023 a été le pire du bear market, avec une tendance en chute constante. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, Valentin ? Alors effectivement, si on regarde un petit peu en chiffres dernier trimestre, c'est en chute libre, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on était au T1 2022, là j'ai les chiffres sous les yeux, à près de 9 milliards sur le trimestre numéro 1 de 2022. Aujourd'hui, T3 2023, on peine à passer au-dessus de la barre des 1 milliard, donc injecté dans l'écosystème Web3 par les différents VC, par les différents fonds d'investissement, les capital à risque. C'est très faible, on est d'accord. Je crois qu'il n'y a qu'une seule entreprise qui a réussi à faire une levée de fonds de plus de 100 millions de dollars sur ce trimestre, c'était BitGo, qui est un fournisseur de garde de services sur actifs numériques pour institutionnels. Donc on est clairement sur une tendance baissière. Elle s'explique par plusieurs facteurs. Déjà, elle s'explique par le bear market, soyons clairs. Le marché baissier des actifs numériques qui est entamé depuis plus d'un an, 1 an et demi déjà, commence à faire mal aux entreprises. On en parlait en physique sur le plateau la semaine dernière. Mais est-ce que cette baisse est proportionnelle ? Est-ce que cette baisse est proportionnelle à la chute des cours des cryptos, ou alors là, elle baisse encore plus vite? Elle est surtout en décalé, c'est-à-dire que plus le marché baissier reste et s'introduit dans le quotidien, plus les levées de fonds se calment. Parce que quand on fait une levée de fonds, aujourd'hui, surtout dans les actifs numériques, on fait une levée de fonds, c'était surtout le cas au dernier bull market, sur 2 choses, de l'equity, donc très traditionnellement des parts d'une société, mais aussi sur des tokens, c'est-à-dire qu'il y a une capacité d'acheter, d'investir dans des tokens futurs. Aujourd'hui, une entreprise qui lève de l'argent pour sortir un token, elle ne va pas le faire avant 24 mois à minima, en espérant que dans 24 mois, on soit sur une dynamique de marché
totalement différente et que en sortant en token, on ne se fasse pas prendre par la vague du bear market et que du coup l'investissement ne vale plus rien. Donc l'investissement en token est difficile aujourd'hui. L'investissement en equity continue d'exister, c'est ce qui représente la majorité des parts qui ont été prises là, par les investisseurs en capital risque sur le dernier trimestre, un peu plus d'1 milliard d'euros, je le disais tout à l'heure, mais c'est effectivement beaucoup moins pour la raison du bear market. La deuxième raison, c'est, on ne va pas s'attarder dessus, c'est évidemment l'actualité économique au global avec les taux d'intérêt qui remontent un petit peu partout. Ce qui fait aussi que les placements moins risqués sont beaucoup plus avantageux qu'ils l'étaient il y a 2-3 ans, avec beaucoup moins de risques. Dans un écosystème d'innovation de pointe comme celui du Web3, il y a quand même une strate de risque qui s'empile avec la réglementation, même si elle est de plus en plus claire et prévisible, surtout en Europe. Il y a tout ce qui est technologie, il y a la concurrence, il y a tellement de facteurs qui font que le risque est encore un peu plus élevé que l'investissement traditionnel. Et puis, il y a aussi tous les sujets de l'intelligence artificielle générative. C'est vrai, ça a un peu bouleversé les stratégies d'investissement ces derniers temps des fonds d'investissement. Justement, il y en a toujours dans le Web3 qui sont en train de déverser de l'argent. On en parlait justement il y a quelques semaines des fonds, des levées de fonds qui continuent d'exister. Quand ce n'est pas des levées de fonds en equity, c'est par exemple la BPI, donc BPI France, qui prend le relais de ces investisseurs qui pour l'instant ne répondent plus à l'appel. Mais évidemment, tout ça fait que le marché des actifs financiers subit cette baisse de financement. Donc, elle doit chercher des financements ailleurs, des prêts à taux zéro avec BPI, de l'investissement de la part de BPI, des prêts aussi garantis par d'autres structures, parce que c'est certain, avec cette baisse T1 2022, 9 milliards, T3 2023, à peine 1 milliard, pour continuer de créer des choses nouvelles. Soit il faut retarder les levées de fonds, soit il faut faire des prêts à taux zéro à droite à gauche pour éviter un cash burn trop important et mettre la clé sous la porte. C'est un défi important pour beaucoup d'entreprises dans le Web3 ces mois prochains. Encore une fois, soit être capable de tenir les reins solides ou licencier. On l'a appris avec Ledger il y a quelques jours. Ledger s'est séparé de 12% de ses salariés. Oui. Voilà, c'est la conjoncture qui est difficile au global, encore plus dans le Web3 pour l'instant, avec le marché qui met du temps à repartir à la hausse. Merci beaucoup Valentin Demey, CEO de Cube3 et directeur des contenus chez Cryptos. Pauline, ton article sur Anthropic, cette start-up américaine qui a été fondée, tu le disais tout à l'heure, en 2021, qui est un concurrent direct du logiciel d'IA ChatGPT, dont on parle au procès FTX. Tu sors un article dessus, donc allez sur le site de BFM Crypto juste après l'émission et vous retrouverez toutes les informations de Pauline Armandet sur ce sujet. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée, à demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.